Hello! Bureau de pharmacie, Charlemagne. De l'urgence. De l'urgence. Je Benoît fais des soins Crevier. intensifs. Ah! On va parler d'analgésie avec Benoît. Bonjour. Donc, quelques petites questions. On va essayer de puiser les informations d'un maître en la matière. Quelles sont les conséquences d'une sous-analgésie? Fait que la douleur aux soins intensifs, ça l'amène plusieurs éléments. On va y aller des choses simples, là, ça fait un stress important pour le patient, de l'anxiété, ça peut diminuer la qualité du sommeil, ça peut diminuer la qualité de l'expérience aux soins intensifs. Fait que ça, c'est la base. Mais c'est aussi associé à une augmentation du taux de délirium, ce qui n'est pas négligeable. Ça a plein d'impacts biochimiques et sur l'immunité. Là. Fait que il peut y avoir des récepteurs impliqués dans l'immunité qui peuvent être modulés, là, mais ça, c'est plus accessoire. Il y a de la recherche fondamentale là-dessus. Mais dans le fond, pour le corps, il y a des impacts sur pas mal de systèmes là, de la douleur. Une mauvaise analgésie, je vais prendre l'exemple du système pulmonaire. Ben, dans le fond, la douleur, ça diminue la capacité fonctionnelle puis les volumes pulmonaires parce que si on a de la douleur, on a probablement des contractions abdominales plus importantes. Fait que là, ça fait une moins bonne respiration, puis ça peut même augmenter le temps de ventilation mécanique selon certaines études. Fait que c'est non négligeable la douleur là, à différents systèmes. C'est important de soulager nos patients, Oui. finalement. Fait que c'est quoi, selon toi, dans le fond, la meilleure stratégie pour traiter la douleur chez nos patients? Fait que la meilleure stratégie, il n'y a pas une recette miracle. Hein, il faut l'adapter pour ses patients. Fait que, dépendamment du contexte, il faut l'adapter. Fait que, mettons un patient qui est en post-chirurgie, ben, il y a certaines chirurgies qui se prêtent pour recevoir une analgésie loco-régionale. Fait qu'on a nos anesthésistes qui vont prescrire soit des épidurales ou qui vont faire des blocs nerveux pour diminuer l'exposition à des opioïdes systémiques et tous les effets secondaires qu'on a avec. Fait qu'on parle d'altération de l'état de conscience, somnolence, diminution de la fréquence respiratoire. Fait quand c'est possible, on va y aller avec des modalités loco-régionales, des épidurales. Aux soins intensifs, là, je vous dirais, on est en aigu, fait qu'on a surtout tendance à utiliser les opioïdes. Ça fonctionne, mais il faut aussi considérer les approches de co-analgésie, dépendamment de la douleur qu'on a. Fait qu'on a aussi Le fameux Tylenol. le Tylenol, exactement, qu'on peut utiliser au besoin ou régulier, mais pour certains patients qui n'ont pas de problème de fonction rénale, on pourrait aussi utiliser des AINS. Fait que il n'y a pas de recette miracle, il faut juste l'adapter selon le type de douleur, l'intensité de douleur puis le contexte. Perfusion continue ou en bolus qu'on privilégie ou qui serait mieux? Oui, c'est une Grande bonne question. existentielle. En fait, pour éviter la douleur, c'est pas quelque chose de constant. Elle va fluctuer selon les mobilisations, selon la pathologie qui a mené le patient aux soins intensifs. Fait que, de façon générale, on ne devrait pas avoir de perfusion continue d'opiacés. OK. Parce que il y a plusieurs risques à ça. Fait que il y a un risque de tachyphylaxie. Fait que le patient peut s'habituer à sa dose régulière puis devenir relativement dépendant. Là. Fait que là, on va être dans une perspective où il va avoir une escalade de dose. Fait que c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. D'un point de vue réaliste, là, quand c'est une douleur aiguë, ben, on va essayer plutôt des doses intermittentes au besoin selon l'évaluation de la douleur qui est faite par l'infirmier ou l'infirmière. C'est nous, ça. Oui. Donc, Dilodid, qui est-tu mieux que fentanyl ou c'est docteur dépendant, ça? Ben, il n'y a pas de bonne réponse. Même pas. Malheureusement. Il faut toujours s'adapter à son patient. Fentanyl, c'est un médicament qui peut s'accumuler s'il est utilisé à long terme. Si on a de la dysfonction hépatique, ben, il va y avoir une accumulation.
si on prend, mettons, de la morphine avec de l'insuffisance rénale, il va y avoir une accumulation. Si on prend du dilodide, dilodide avec une insuffisance hépatique, c'est relativement correct. Il y a une accumulation en insuffisance rénale, mais c'est pas un métabolite qui est toxique là, fait que c'est une alternative correcte. Fait que grosso modo, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse que je dirais, c'est qu'il faut l'adapter puis il faut bien évaluer comment le patient a mal. Fait que c'est pour ça il y a des scores que vous utilisez déjà pour savoir si le patient a mal. Là. Mais vous le savez manifestement, là, mais il y a des... GOD, là. CPOT, le GOD, c'est notre échelle de douleur pour les patients intubés là, qui ne peuvent pas nous dire si on mal ou pas. C'est ça. Fait que ça, c'est un excellent score parce que ça corrèle très bien avec l'échelle d'analogue de la douleur pour les patients qui sont intubés ou qui ont une altération de l'état de conscience. Puis c'est un score qui est validé pour plusieurs contextes, soit les patients médicaux, mais les patients chirurgicaux de toutes sortes. Là. Fait que, en chirurgie cardiaque, en orthopédie, etc. En trauma. Fait que c'est l'outil à utiliser pour les patients, puis on l'utilise ici. Là. Puis la question existentielle là, entre le succut et le IV. Mettons, on donne du dilodide succut versus du dilodide IV. Je pense que les gens ont tendance à penser que le IV agit moins longtemps. Est-ce que c'est vrai? La réponse, c'est que le temps d'élimination, la demi-vie d'élimination est la même que ce soit sous-cut ou IV. La seule différence, c'est que l'effet va arriver plus tôt avec la formulation IV, la façon de l'administrer IV. Aussi, il y a une question de dose équivalente. Fait que, ça va prendre un petit peu moins un petit peu moins de dose pour arriver à une dose plus importante de sous-cut. Fait que, mettons, si j'ai 1 mg de sous-cut, je peux donner 0,75 mg de dilodide IV pour avoir le même effet. Mais il va arriver plus vite. Il va arriver plus vite, c'est sûr, parce qu'on va dans la circulation directe. Mais il dure aussi longtemps, finalement. Finalement, c'est mieux le IV. Le IV, ça dépend de la douleur et de l'intensité de la douleur. Tu sais, si on donne du IV et le patient il a mal de façon constante, ça va arriver plus vite, mais il va avoir, en fin d'intervalle posologique, il va avoir besoin des doses plus rapides. Fait qu'on n'est pas nécessairement mieux de donner IV. Fait que ça dépend de l'intensité de la douleur, puis j'ai pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est quand même c'est intéressant de savoir tout ça. Dans le fond, là, nous, comme infirmières, mettons que tu hésites à donner quelque chose. C'est quoi l'argument béton qui va dire hey, faut ou convaincre un médecin quelconque, il faudrait soulager notre patient? Je pense que les conséquences de la douleur aux soins intensifs, ça répond à cette question-là. On sait qu'on a plus de délirium, on a une qualité de vie qui est impactée pour le patient, puis on peut avoir des problèmes sur nos systèmes comme le système pulmonaire. Fait que juste ça répond à la question. Fait que le message, c'est de bien l'évaluer, mais aussi de donner... en fait, c'est de bien l'évaluer, pas considérer que la sédation, c'est une analgésie, puis d'utiliser l'arsenal qu'on vous a prescrit pour soulager les patients quand c'est le temps. Et pas nécessairement d'avoir des perfusions continues d'opioïdes, parce que les perfusions continues, on essaie d'utiliser pour des cas qui ont des douleurs réfractaires ou qui ont des problèmes comme des ARDS, là, qui ont des asynchronies avec le ventilateur, des choses comme ça. Fait que c'est ça. Aider à respirer. Exactement. Lentement. Mais merci énormément, Benoît, pour ces informations très pertinentes. C'était Benoît Crevier, pharmacien. À la prochaine. Pour Charlemagne.